Bonjour et bienvenue sur Tama Champignon. Aujourd'hui, une vidéo présentation d'une nouvelle champignonnière. Ça fait maintenant vraiment un moment que je suis allé visiter Benjamin de Champignons de la Mortagne. Donc ça se situe dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. J'ai profité de mes vacances pour enfin monter cette interview. Il était temps et je suis très content de vous la présenter ici parce que Benjamin, tout simplement, c'est un puits de connaissances sur la culture de champignons. Son exploitation est vraiment inspirante pour moi et j'espère qu'elle sera pour vous aussi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Bon, déjà ici on est à Champignons de la Mortagne. Oui, c'est ça. On est où? Parce que moi j'ai du mal à me situer dans cette région. On est à Singles, c'est dans le Puy-de-Dôme, avec la Corrèze juste à côté. Du coup, on est sur un terrain de 12 hectares qu'on a acheté il y a 7 ans. Je suis d'origine belge et on a acheté ces terrains pour installer des gîtes. Ouais. Et du coup, comme on avait du terrain, le bois et tout ça, je suis tombé sur une émission avec quelqu'un qui cultivait un peu de champignons sur des bûches en bois, quoi. Et vu que le site était marqué, je suis allé dessus et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va essayer ça, ça peut être sympa. Ouais. Et voilà, pareil, on a essayé quelques variétés, mais sur les bûches, il faut un peu de patience. Donc première année, on n'avait pas de résultat. Et après, j'avais loupé un peu et en passant, je voyais il y avait des shiitakes. On les a goûtés bien sûr et ben, voilà, à ce moment-là j'étais comment on dit ça, j'étais vendu quoi. Ouais. J'étais à fond, hein. J'ai acheté plein de livres, j'ai regardé tous les vidéos sur YouTube. Et voilà, au fur et à mesure, et avec plusieurs changements au niveau de champignonnière, on a commencé sur bûche, après c'était la paille et maintenant c'est la sciure de bois et sonde de blé. Je crois comme la plupart de champignonnières qui font tous de A à Z. Parce que c'est plus simple quand tu fais tout. Quand tu fais tout, c'est le plus simple, mais pareil, c'est quand tu fais tout, tu as l'envie de faire plusieurs variétés. Et du coup, sur paille, on peut faire quelques-uns, hein, on peut faire pas mal. Mais sur la sciure, on a beaucoup plus de choix. Je crois que c'est un peu plus compliqué au niveau de stériliser et tout ça. Ouais. Mais c'est plutôt qu'on peut cultiver voilà, des variétés asiatiques comme les shimiji, les nameko, les enoki, tout ça, qu'on n'arrive pas à faire sur la paille. Pareil, la paille, c'est un substrat qui fait beaucoup de poussière. Si on broyait tout ça nous-mêmes, qui fait pas mal de boulot quand on cultive dans les seaux. Au niveau d'entretien, il faut laver les seaux à chaque fois. Au bout d'un moment, il y a des bactéries quand même. Ça prend beaucoup de place pour une même production qu'on peut avoir sur la sciure. Et je crois pour vraiment, avec les variétés on veut faire, se commercialiser, c'était la seule possibilité, quoi. C'était le seul substrat qui était faisable pour nous. Ok. Ouais. C'est quoi les variétés que tu commercialises aujourd'hui? Alors donc nous on fait 8 variétés de pleurotes, mais pareil on change les variétés par rapport aux saisons. Donc on fait les pleurotes panico, les grises, les bleus, les blancs, les pâles, les pleurotes italiennes ou pleurotes d'été, les pleurotes roses et jaunes. Ouais. Et puis on fait les shiitake, je crois, c'est obligatoire. Oui, c'est vrai. C'est par rapport à la demande. Oui, c'est ça. Je crois que c'est le plus connu. Après les pleurotes peut-être. Mais après, une fois que tu commences avec des restos, voilà, ça sera celui-là. Tu as toujours des commandes toute l'année, n'importe quelle saison. Ils veulent bien des shiitake. Et puis on fait les shimiji, deux variétés, les blancs et les grises.
on fait les inoki, et après on fait les foliotes adipeuses, foliotes de peuplier, crinière de lion, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il y en a beaucoup. On a pas mal. Et ça tourne, c'est pas tout en même temps? Non, on fait à peu près entre 6 et 8 variétés au même temps. Okay. Et on change par rapport aux saisons. C'est-à-dire, ma salle de culture, l'hiver, fait entre 8 et 12. Parce que j'ai pas de chauffage. Et l'été, ça monte jusqu'à 16, 17, 18 ou pire. Oui. Mais j'essaye de rester quand même en dessous de 18 parce qu'à partir de 18, on a des bactéries et un peu de problèmes qui se développent. Bah oui. Mais voilà, quand même, ça fait un bel écart en température qui permet de cultiver plusieurs variétés, quoi. Oui, oui. Donc on a toujours entre 6 et 8 au même temps, au moins qu'il y ait un peu le choix. Et après, il y a des variétés qui se cultivent entre guillemets toute l'année, qui ne sont pas trop compliquées. S'il fait 8, bah, ils vont sortir. S'il fait 18, bah, ils vont sortir aussi, sauf que la vitesse ne sera pas pareille. Mais c'est, je crois, le choix qu'on fait, le choix qu'on peut proposer au resto, même les marchés, c'est quand même assez important. Et je crois avec que 2 variétés, par exemple, si on dit on fait que les pleurotes grises et les shiitake, bah, tout de suite on va louper un peu de clientèle. Bien sûr. Donc, et pareil pour moi, hein, c'est très chouette de changer les variétés, de trouver tous leurs bons paramètres, les problèmes qu'ils font avec. Donc voilà, c'est aussi juste pour moi, le cultivateur, un truc que je trouve très sympa, qu'on a tous ces variétés, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des trucs qui sont quand même cultivés en plus grande quantité que les autres, ou c'est à peu près tout la même chose? Je crois au niveau de quantité, c'est les pleurotes et les shiitake, c'est les deux que... Plutôt les pleurotes grises classiques? Ouais, j'ai toujours 4 variétés de pleurotes au même temps. Donc si on compte tous les pleurotes ensemble, c'est celle-là qu'on cultive le plus. Okay. Mais pareil, on cultive donc les pleurotes sur le substrat déjà usé de l'autre variété de champignons. Donc c'est-à-dire, on va cultiver par exemple les foliotes de peuplier, foliotes adipeuses, les crinières de lion, même les shiitake. Et une fois qu'on a fait notre récolte, on va ramasser les blocs, on va les casser, remélanger avec à peu près 10% sonde de blé et l'humidité qu'on a perdue dans les champignons. Ouais. On va restériliser et on va re-ensemencer avec les pleurotes qui vont après bouffer ce qui reste dans le substrat de les autres champignons et qui vont faire encore des belles grappes de champignons, au moins 2. Super. Et ça me permet je savais que ça se faisait, mais je n'avais pas encore rencontré quelqu'un qui le faisait vraiment. Donc, et ça, c'est histoire de pas jeter le substrat qui a encore plein d'énergie après une vol, surtout l'été, parce qu'en fait l'été c'est plus compliqué de faire plusieurs vols sur un bloc, histoire de bactéries, tout ça, les mouches. L'hiver c'est plus facile, on peut faire 2, même 3 avec certaines variétés, mais l'été on fait qu'une. Ouais. Et quand on fait qu'une variété, une vol, on jette pas mal dans le compost, quoi. Ouais. Parce qu'on voit souvent encore des belles grappes qui sortent le tas de compost, et quand on voit ça, on se dit bah c'est dommage quand même, ça fait pas mal d'argent qu'on jette dans le compost. Et donc et j'avais entendu parler ça, quelqu'un qui faisait ça, et on a fait des petites expériences, et en fait avec les pleurotes ça va super bien, parce que notre substrat c'est la sciure de bois du chêne et du hêtre. Et c'est 2 variétés de bois qui sont assez dures pour les pleurotes à digérer. Et une fois qu'on a déjà cultivé une autre variété, c'est plus accessible pour les pleurotes. Donc en fait, moi je vois souvent des plus belles grappes sur un substrat déjà utilisé pour une autre variété de champignons que j'avais quand je faisais des blocs tout neufs pour les pleurotes. Ouais. Bah, c'est vrai que les pleurotes, en règle générale, j'ai remarqué que la sciure de bois, c'est plus dur à digérer que si tu le fais sur de la paille. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et des fois, tu as des plus belles grappes sur la paille que tu vois sur la sciure. Ok. Bah, c'est une solution du coup de réutiliser les blocs. C'est ça. Il y a moins de pertes, sauf le plastique on utilise pour envelopper le substrat.
Ça, c'est encore une histoire. C'est un point négatif, mais ouais, bon, c'est un point négatif, mais y a du si on plastique comparait dans tout. ça avec d'autres industriels, bah voilà, c'est pas ouf. C'est Hein. minime, Nous, on ouais. fait 210 blocs par semaine. C'est des blocs de quelle taille? C'est 2,250 kg. Ok. Ouais. Donc c'est des petits blocs. Pareil, on a calculé, on a commencé avec des blocs de 6 kg, on a réduit jusqu'à 2,250 kg et on a vu en fait, bien sûr on a un peu moins de champignons par bloc, mais vu la quantité de sueur de notre substrat qu'on jette après une vol ou deux vols, par rapport à la quantité de champignons qui va pousser dessus, on est plus rentable avec les petits Avec blocs les de petits. 2,250 kg Ouais. que des blocs de 6 kg. C'est vrai que les blocs de 6 kg, ça fait des first flush énormes, très belles et qui pèsent 1,2 kg ou plus. Et nous, on est plutôt entre 400 et 600 grammes. C'est aussi plus simple à ranger, hein, Mais les voilà, petites. et je trouve il y a pas mal de restos en fait qui n'aiment pas les champignons qui sont énormes. Et quand on voit sur les blocs de substrat de 6 kg, on a souvent des champignons, surtout les pleurotes, qui sont énormes, quoi, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Ouais. Donc ça, c'est toujours à découper. Et quand c'est des petites, j'ai quand même pas mal de Oui, chefs qui les préfèrent restaurants, en règle générale, ils Ouais. aiment bien les petits trucs. ça. Et pour ranger dans des barquettes, c'est plus pratique Ouais. aussi. Ouais, oui, vraiment, sinon je suis obligé Ouais. de les casser pour... Et en plus, quand tu fais 210 par semaine, des blocs de 2,250 kg ou des blocs de 6 kg, bien sûr, tu faisais moins quand c'est des blocs de 6 kg, mais ça pèse, hein, ça pèse. Tu les manipules quelques fois. ouais, vraiment, les voilà. mélanger à bout de bras comme ça, au bout d'un moment, ça fatigue. Ça fatigue. Alors que 2 fois moins... C'est ça. Et l'autre problème, c'est que quand la mycélium dans un bloc de 6 kg se développe, ça produit pas mal de chaleur. Et dans un bloc de 6 kg, c'est plus difficile à baisser la température dans ta salle d'incubation, histoire qu'il n'y a pas des bactéries qui se développent dans le substrat ou au cœur de bloc, quoi, qu'avec des petits blocs de 2,250 kg. Et là, on a vu, une fois qu'on avait changé, on avait beaucoup moins de blocs qui étaient infectés avec un bactérie. Voilà. Donc nous, on a choisi les 2,250 kg et ça fait plus d'1 an, je crois. Et en fait, je vois pas du tout une raison de retourner sur les blocs de 6 kg. On est une jeune champignonnière, c'est-à-dire qu'on fait pour l'instant plutôt des champignons comestibles. Mais après, l'idée, c'est que de développer dans plusieurs sens, partie médicinale, partie des produits qu'on peut faire avec le mycélium, des trucs comme ça. Mais les comestibles, c'est les plus faciles à gérer un revenu assez stable. Et une fois que tu as ça, tu peux... Voilà, c'est sûr que le médicinal, c'est complètement d'autres circuits de vente. Et il faut les trouver, il faut les développer. C'est pas forcément tout en local, du coup. Non, ça sera plutôt en ligne et un peu partout en France. Et pareil, il faut des autres certificats. Mais c'est quelque chose qui est quand même sur la liste qu'un jour je veux faire. Là, on est dans une petite champignonnière vite fait, construit avec des matos de récup plutôt. Je suis sûr que... voilà, je suis sûr que pour beaucoup de personnes, ça n'aura pas l'air vite fait. Mais l'histoire, c'est j'ai un permis, on va construire un nouveau bâtiment pour la champignonnière, mais du coup, le temps que j'ai mis dedans était plus lent que j'avais prévu. Et d'avoir déjà un petit revenu avec les champignons à côté dans un petit bâtiment provisoire, ça c'était quand même obligatoire, quoi. Donc du coup on a construit cette petite champignonnière qui fait à peu près 58 mètres carrés. On est à l'abri, on est bien isolé. Ça c'est à mon avis le plus important, quoi. Et donc tu vas construire un autre bâtiment ici? Oui, ça sera donc à peu près à 100 mètres de la champignonnière qu'on a ici, mais également sur le terrain. Et ça sera un bâtiment en kit, donc en tôle bac acier et panneau sandwich, histoire que c'est bien isolé. C'est un peu comme un entrepôt, quoi. Ouais, c'est ça.
C'est un entrepôt isolé. C'est ça, exactement. Et puis l'intérieur, ce sera moi qui va tout construire, quoi. Mais ça, c'est le plus pratique et je crois le moins cher direction qu'on peut choisir. Donc, alors on va dire d'ici 2 ans, ça c'est un peu l'idée, quoi. Ok. Je reviendrai voir ça voilà, c'est ça. 2 ans. Et là, à ce moment-là, on va avoir... alors, toutes les pièces vont être un peu plus grands déjà. Il y aura plus de place pour bouger. Mais pareil, il y aura, au lieu qu'une salle de culture, il y aura plusieurs, 3 ou 4. Histoire qu'on peut peut-être adapter plus des paramètres par rapport aux variétés qu'on peut sortir toute l'année. Et également avoir une salle de culture que pour les champignons médicinaux, quoi. Ouais. Histoire qu'on ne mélange pas des champignons. C'est que moi et ma femme, on n'est que 2, donc pour faire tous, si on veut continuer, et les comestibles, les médicinaux, et peut-être quelques expériences à gauche et à droite, voilà, au bout d'un moment, il faut choisir, quoi. Ouais. Donc, on ne peut pas tout faire, en tout cas. Non. Ou pas comme il faut, alors. oui, c'est clair. Il faut faire le tri au bout d'un moment. C'est ça. Bon, si tu veux bien, on va aller faire un tour. Hein. Voilà, on fait ça. Allez. Donc avec un peu de plastique et un peu d'isolation, on peut aller déjà très loin. Très loin. Ouais. L'atelier, comme tu dis, hein, exactement, c'est l'endroit où on fait le boulot le plus sale, quoi. Donc c'est également le bâtiment, ou le parti du bâtiment qui est pas si propre que les autres. C'est l'atelier, donc voilà. Parce que c'est pas nécessaire. Voilà, c'est pas nécessaire. Et moi-même, on est à la rivière, on est dehors juste là. Je travaille toujours avec la porte ouverte, donc voilà. Si ici c'est pas tout à fait nickel, ça gêne pas. Ouais. Mais du coup, c'est là où on fait notre substrat. Donc voilà, nous pareil, c'est à base de sciure de bois feuillu, donc du chêne et hêtre, mélangé avec du son de blé et de l'eau potable. Que je dois aller chercher dans la maison, même avec la rivière juste à côté, malheureusement, mais ça fait un peu de fitness. Hein. T'as pas pensé d'utiliser l'eau J'ai jamais fait. Alors après, il faut que je purifie un peu l'eau avant de le mélanger dans le substrat et puis je stérilise. Mais si on va stériliser directement avec l'eau de la rivière, c'est sûr qu'il y aura plus de contamination dans notre bloc qu'on a pour l'instant, quoi. Donc alors je choisis d'aller chercher de l'eau potable, comme ça je suis sûr que ça déjà c'est propre. Mais après oui, on peut bien, hein, il faut juste peut-être stériliser un peu plus long. Parce que nous, on fait 70 blocs de 2,250 kg par cycle. Et on fait entre 3 et 4 par semaine. Bah oui. Donc on fait 210 à 280 par semaine par rapport un peu les saisons. Et tu es sur une pasteurisation, c'est pas sous pression? C'est un ultra pasteurisation. Hein, on monte à 96 au cœur du bloc pendant 3 heures. Donc on monte la température, ça prend à peu près 7 heures. Une fois qu'on est en température, on va garder la température pendant 3 heures. Et à partir de 3 heures, on va sortir les blocs tout de suite. Donc on a 10 heures en total, pas plus. Parce qu'en fait, de laisser les blocs plus longs, c'est pas bon, ça caramélise la sciure et la sonde de blé. Et c'est pas bon pour le mycélium. Hein. Donc on ne laisse pas refroidir dans la cuve parce que ça prend 2 jours à peu près pour baisser jusqu'à 30, 31. Donc nous on fait 10 heures, une fois que c'est fait, on sort les blocs tout de suite et ça rentre tout de suite dans le laboratoire avec le filtre haute laminaire. Donc ça va refroidir dans le labo pendant 12 heures à peu près et à partir de 12 heures on est sur la bonne température et on peut inoculer tout de suite. Mais comme on sort dans cet atelier où c'est pas stérile,
il vaut mieux sortir les blocs quand ils font chaud. S'il y a un bactérie ou je sais pas quoi qui se met dessus. Tu mets des gants du coup? Je mets des gants là parce que Ouais. c'est quand même chaud, hein, des blocs de 96. Mais en fait ça fait à peu près 8 mois qu'on fait de cette manière et on a vraiment baissé les blocs contaminés. Ok. Ouais. Avant, je laissais les blocs 2-3 jours histoire de bien refroidir avant l'inoculer. Mais en même temps, ça occupe votre cuve. Tu n'as pas un cuve qui est vide pour stériliser d'autres blocs. Si tu veux faire 4 par semaine, ça va déjà pas. Et en fait, à mon avis, j'ai aucun bloc contaminé avec cette façon-là. S'il y a un bloc qui est contaminé, c'est plutôt parce qu'il y avait un bactérie dans le grain ou j'ai fait une manipulation qui n'était pas bonne, quoi. Mais voilà, de stériliser comme ça, moi j'ai trouvé 10 heures, ça suffit avec les petits blocs de 2,250 kg. Pareil. Au milieu oui, c'est ça. J'ai celui-là qui va dans un sac, qui est branché au petit logiciel là qui va gérer la création de vapeur. Ouais, donc c'est que vapeur. Hein. C'est ça, c'est un élément ça, c'est une comme un ballon d'eau chaude. Avec une résistance dans le fond. C'est ça, c'est ça. Une résistance de, je crois, c'est 3,7 kW. Ok. Donc assez puissant. Il vaut mieux avoir assez de vapeur et stériliser que 10 heures que d'avoir par exemple une résistance de 2 kW, mais tu as besoin de stériliser pendant 20 heures pour monter en température parce qu'en fait, le plus de temps qu'on met dans la stérilisation, déjà on consomme pas mal d'énergie et en fait le substrat qui est chaud pendant ces temps-là, c'est pas bon, quoi. Non. Mais avec un... Il faut vraiment essayer de monter vite et rester 3 heures et c'est ça. Et après tu descends au plus vite possible. Ouais. Ça c'est l'idéal pour le substrat et on voit vraiment au niveau de croissance de mycélium si par exemple on laisse un bloc pendant 24 heures ou on fait un bloc de 10 heures, la mycélium va pas se développer si vite sur un bloc qui était stérilisé pendant 24 heures. Okay. Ça c'est ça fait une différence pour nous au niveau du temps, on gagne beaucoup de temps, on consomme beaucoup moins d'énergie. Et dans la salle d'incubation, ben, on peut dire que par exemple un pleurote va se développer dans 10 jours jusqu'à 14 jours au max. Et sinon, avec un bloc qui est stérilisé pendant 24 heures, on voit que ça démarre déjà beaucoup plus lentement. Et on sera plutôt à 3 semaines. Okay. Donc voilà, pour nous ça va super bien comme ça. Ouais. C'est fait maison, hein, c'est un système très simple, c'est juste la vapeur, quoi. Oui, donc là en fait, juste la vapeur rentre à l'intérieur. Ouais, par en bas. Un tuyau en bas. C'est ça. Et là, tu as tous tes sacs qui sont empilés. Qui sont empilés. Je mets 70 parfois. Voilà. On peut mettre plus, mais je garde bien la place autour de chaque bloc, histoire que la vapeur peut bien stériliser les blocs de la même vitesse. Okay. Parce que si on va bien tasser les blocs, au cœur de tous les blocs, ça va prendre beaucoup plus de temps que celles qui sont à l'extérieur. Et là, pareil, on va en fait brûler les blocs qui sont à l'extérieur et celles au milieu, ils vont même pas être stérilisés. Tu me disais que tu voulais un frigo avec des étages. C'est ça. C'est pour que la vapeur soit mieux répartie. Voilà, comme ça, on a des étages pour chaque rayon de bloc, quoi. Ouais. Et la vapeur peut bien passer entre tous les étages. Là, déjà, on les empile en croix, donc on fait à chaque niveau, on fait dans l'autre sens. Et je peux toujours mettre à peu près en main entre les blocs, dans les 4 sens. Comme ça, je suis sûr que la vapeur peut bien chauffer les blocs tous aux mêmes vitesse, quoi. Oui, ok. Donc, voilà, ça c'est un peu ça, hein, labo, donc rien de particulier. Tu peux m'expliquer rapidement ton processus de fabrication? Bien sûr. Donc nos substrats, pour l'instant, c'est encore des bûches compressées. Ouais. Je veux bien, dès que j'ai trouvé un fournisseur, changer les bûches pour des granulés. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai été avec,
j'ai oublié son nom, de Tout se transforme. Ouais. Et lui, il a trouvé en fait quelqu'un qui produit des granulés sur de bois feuillu, donc que du chêne et hêtre, Mais même que les bûches. C'est juste à côté de chez moi en fait. Ah oui, Ouais. d'accord. Daisy 21. Ah oui, Il produit effectivement, mais il livre que en camion de 25 tonnes. ah oui, c'est un peu beaucoup ça. Après, tu peux les acheter sur. Il y a un revendeur qui est vers Valence, Ouais. mais il les vend plus cher. Ah oui, bien sûr, bah oui, évidemment. Ouais. Oui, parce que nous, voilà, c'est les bûches, c'est ce qui est bien, c'est compact. On peut bien stocker les bûches. J'achète 3 palettes à la fois. C'est des bûches compressées qui viennent d'une entreprise à Bordeaux. Ouais. Ils sont certifiés qu'il n'y a que du bois, pas de saloperie, il n'y a pas de colle, et il n'y a que 2 variétés, il n'y a que de bois feuillu, du chêne et du hêtre. Ouais. Et il n'y a pas d'autre chose dedans. Et ça se voit très vite. Si tu prends par exemple une comme ça, tu laisses ça dans l'eau et ça prend un demi-jour pour gonfler, bah, c'est-à-dire qu'il y a des trucs dedans qu'il faut éviter pour la culture de champignons. Donc c'est un peu plus cher, je crois, comme ils sont certifiés, mais ça fait 2 ans que je cultive sur ça et j'ai jamais eu des problèmes. Et puis après, c'est le sonde de blé large que j'achète dans un moulin à 30 minutes d'ici. Ça, c'est vraiment simple à trouver. Hein. Ouais, Où que tu sois, un peu partout, hein, je crois. En bio, pas bio, il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Et c'est pas cher. Hein. Ouais, vraiment pas. C'est pas du tout cher. Nous, on paye 35 € pour 80 kg. Ouais, c'est à peu près. Donc, j'achète 2 sacs de 40 kg par semaine. Et donc, on va laisser tremper les bûches, histoire que ça prend l'eau comme il faut. Donc, on va mesurer l'eau. Tu les fais tremper dans les seaux. Dans des seaux comme ça, histoire que après 10 minutes, ça prend pour bien gonfler, absorber tout l'eau. Et une fois que ça c'est fait, on va mesurer, on va peser le sonde de blé et on va tout mélanger dans une petite bétonnière. Pareil, hein, pourquoi une bétonnière? Ben, il y a des mélangeurs industriels qui font beaucoup plus en même temps, mais on n'a pas la place et ça coûte trop cher pour nous pour l'instant. Mais voilà, moi je suis obligé de faire 5 mélanges pour remplir un cuve. Ouais. Et si un jour je peux avoir un bétonnière plus grand que ça, au moins ça me permet de faire les 70 blocs à la fois. Ça va réduire le temps que je mets dedans. Mais pour l'instant, voilà, c'est un tout petit, histoire que je ne prends pas trop de place parce que l'atelier c'est petite. Et là, c'est les derniers cartons. Normalement, on est jusqu'au là quand j'ai acheté les 3 palettes. Donc, on a encore moins de place. Mais ça fait ce qu'il faut, hein, y a pas de souci. Donc, on va tout bien mélanger, histoire qu'il y a du son bien mélangé dans la sciure et on n'arrive pas avec des blocs qui ont plus de son que les autres. Ouais. On a des recettes pour à peu près toutes nos variétés. Des recettes différentes? Oui, on a des recettes différentes et moi je parle plutôt de l'humidité et le sonde de blé, quoi. Donc en général c'est 30% sonde de blé pour presque toutes nos variétés, mais après c'est plutôt l'humidité qu'on va changer par rapport aux les variétés de champignons. Et pareil, comme on réutilise notre substrat pour par exemple les pleurotes, on va ajouter un peu de l'eau et du sonde de blé, histoire qu'il y a assez d'énergie pour se relancer. Mais après, il reste encore plein d'énergie dans le bois après une récolte. Comment tu les casses, les blocs? Je les mets directement dans la bétonnière et en fait, juste en tournant, ça casse. Ça casse tout seul. Ça va laisser quelques morceaux que après je casse à la main. Pareil, c'est pas idéal. Je veux bien construire un petit broyeur où je peux mettre les blocs dedans et ça fait que la sciure, quoi. Mais pour l'instant, c'est avec la bétonnière. Et ça prend un peu de temps, mais ça va. Je mets pas beaucoup plus dans un mix pour les pleurotes que je mets dans les mix pour les autres variétés. Mais ça me permet de cultiver une autre variété de champignons sur le même substrat. Il y a juste les sacs
on ne peut pas réutiliser. Donc c'est là, une fois qu'on a fait une vol. C'est quoi comme sac ça? Alors c'est là, c'est sac à dos. Ah ouais. C'est sac à dos. J'en ai déjà acheté, mais pas des comme ça. Ah, c'est le PE. Ah ok. C'est pas le PP. Ok. Et t'en as pas besoin? Non, j'en ai pas besoin, mais... Moi j'ai commencé avec le PP, le polypropylène. Ouais. Du coup, le polyéthylène c'est beaucoup moins cher. Ah bon, j'avais cru que c'était le même prix. Ah non, c'est pas le même prix. Ah ouais. C'est à peu près 90 € moins cher. Tu les achètes où? Sur un carton de 1000 sacs. Ouais. J'achète en Allemagne et ça s'appelle Biomicotech. Ouais, bah, bon, je regarderai. Ouais, c'est moins cher. J'ai mal lu alors. Non, c'est moins cher. Et okay. Du coup, je trouve ce que je trouve mieux avec ces sacs-là, comme ils sont un peu opales, ouais. J'ai moins de petits champignons qui poussent un peu partout du bloc. Super. Que j'avais avec les autres. Je vais tester directement. Ouais, hein. Moi, je suis trop content. Et sur 1000, alors on a besoin à peu près un carton de 1000 sacs par mois. Ouais. Donc ça fait 90 € par mois moins cher. Pour moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Et ils sont plus rigides. Ouais, mais moi, c'est le problème que j'avais eu avec les PP, c'est que j'en avais souvent qui se cassaient. Quoi. Ah oui. Ouais, ah ben ça se casse pas. Ok, ça se casse pas. Ça se casse pas. C'est plus facile à fermer, à sceller avec la scelleuse. Ouais. Et pareil, c'est un plastique avec du stretch. Et l'autre, ça va casser. Bah, si tu laisses tomber un sac de PP, bah, ça casse. Ça fait une fissure du bloc et ça, non. Voilà, et comme nous, on monte pas, on dépasse pas le 100 degrés dans cette cuve-là, il n'y a pas besoin. Quoi. Parce vraiment... que je crois avec les PE, on peut monter jusqu'à 105 ou 106 même. Donc on a 10 degrés. Et moi, je suis bien content. J'ai commencé avec d'autres variétés. Au départ, je faisais unicorne. Mais là, c'est hyper cher. On était à 68 centimes le sac. C'était des grands, c'était pour le 5,50 kg. Et là, pour le 2,250 kg, je paye 31 centimes. Donc alors là, pour moi, ça vaut le coup. Hein. Et après, le filtre et tout ça, j'ai aucun souci. Ça marche aussi bien que les autres. Quoi. Donc là, c'est notre seul déchet. Ouais. C'est le plastique, mais même avec notre production d'à peu près entre 210 et 280 blocs par semaine, on a un sac de poubelle de 120 litres de plastique. Ouais, si on compresse, parce qu'en fait 1000 sacs comme ça arrive dans un petit carton comme ça. Donc alors si on a besoin d'un carton par mois, au niveau de déchets, c'est pas énorme. Oui, j'ai appris hier que ça se recyclait. Et même ça se recycle. Ouais. Donc c'est top. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc après, je crois que c'est à peu près le plus cher aussi, ce qu'on doit acheter, c'est ça. Après, c'est la le bois quand même, comme ça coûte. La sûre, c'est aussi pas donné. Ouais, 200, ça va. Quand c'est acheté en bûche compressée, mais ça apporte quand même des avantages conséquents. Parce que aller chercher la sciure, la ramener, il faut un endroit pour la stocker. C'est ça. Et là, ça prend pas de place. Hein. Parce que si j'ai ça en sûre, le même poids, là j'ai un tas de ouf quoi. Ouais. Donc ça moi je trouve ça très pratique, sauf voilà, les granulés c'est encore plus pratique. Ouais. Après avec les granulés tu n'as même pas besoin de mélanger, tu pèses la quantité de granulés, tu mets ça directement dans les sacs, pareil avec le sang et l'eau et tu laisses gonfler dans le sac et tu n'as pas besoin de mélanger, tu peux gagner pas mal de temps quand même. Du coup, nous, on fait la mélange. Après, j'ai fait un petit système tonnoir, quoi. Et je passe les sacs. Comme ça. Et voilà, on remplit les 4. Top. Et après, je les pèse parce que je suis un peu maniaque. Ouais. C'est pas forcément obligatoire, mais je veux bien qu'ils sont tous pareils, quoi. Ouais, ok. Après, on les plie. Ça, c'est très important de les plier comme il faut. Ouais. C'est le truc le plus technique quand j'essaye de partager à quelqu'un. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, il faut que tu fais quelques-uns avant que ça rentre dans les mains. Bien sûr. Et le pli, c'est très important parce que ça fait le sous-vide une fois qu'on les sort. Ça fait un sous-vide, mais avec le substrat encore très chaud.
et ça va éviter qu'il y a des bactéries qui rentrent. Donc on les sort chauds et une fois qu'ils sont sortis, je les mets dans mon petit labo. Et quand je dis petite, c'est vraiment petite. Donc celles-là, ils sont sortis, ils sont froids. En fait, quand on est tout seul, ça suffit. Hein. Ben, ça suffit, et au plus petit, au plus pratique, quoi. Parce qu'il y a moins de surface à nettoyer, donc moins de risque au niveau des bactéries, tout ça. Et comme tout c'est dans le même sens, ben, moi je sais bien quand je travaille directement devant l'autre laminaire, là, que c'est le plus propre de la pièce. Donc là, il y a l'air qui rentre en haut, qui passe le filtre et qui va être sortir par ici. Donc en général, moi je suis le plus sale dans le bâtiment. Bah, bien sûr, c'est toujours ça. Hein. Il faut expliquer aux gens. C'est ça. Et donc du coup, voilà, moi je fais... En plus, tu as une vitre qui donne sur l'extérieur. Ah bah là j'ai fait parce que j'avais en stock et ça me fait au moins un peu d'idée que je suis à l'extérieur. Sinon c'est carrément entre quatre murs et ça, quand on passe toute la journée dans le labo, ça donne pas trop d'envie des fois, et avec un peu de lumière naturelle ça fait du bien. Donc là voilà, là c'est 70 blocs stérilisés, et voilà, donc là ils sont prêts à inoculer là. Ils ont baissé en température, donc ils ont la bonne température. Et je mets un autre étagère à côté, je prends 4 à la fois, je les inocule et puis je mets sur l'autre étagère, quoi. Ah, tu as double ventilateur là. Oui, j'ai 2 ventilateurs. Pourquoi? Ben, c'est histoire d'avoir la même passage d'air partout. Et si j'avais qu'une au milieu, et tu prends par exemple un allumeur, et tu passes par devant, tu vois au milieu ça souffle beaucoup, et tu arrives même à éteindre le feu, et par les côtés il n'y a rien. Et si tu veux vraiment utiliser la surface entière, il vaut mieux installer 2. Et là, je suis même dans les coins, je suis pareil au niveau des passages d'air. Donc, et sinon, ça peut te faire des petits endroits où l'air s'accumule, ça fait des petits trucs tournants, et là, tu risques d'avoir des contaminations. Avec le substrat, ça va, mais si tu fais les boîtes à pétri, par exemple, ben là, c'est pas bon, quoi. Et moi, je trouve avec 2, je suis à peu près plus tranquille, et ça passe super bien. Moi, je suis bien content. Je suis bien content que j'ai choisi, parce que j'ai la place encore, je pourrais bien agrandir, mais petite comme ça me permet de faire ce qu'il faut. C'est ça, moins de surface, et le seul problème c'est que ça chauffe. Quand tu es dedans et ça tourne toute la journée, on monte surtout avec les canicules maintenant. Ouais, ça chauffe énorme les moteurs. Hein. Ça peut monter jusqu'à 30 dans le labo. Et pour travailler à 30 degrés, c'est pas toujours agréable. C'est pour ça souvent moi je fais plutôt les matins ou les soirs. Comme ça c'est un peu plus frais. Mais voilà, c'est provisoire et ça fonctionne. Et puis après, on a l'incubation. Alors on a le couloir entre l'incubation et la salle de culture. Ok, c'est en face, donc c'est pratique. Je vais éteindre cette petite alarme. Donc ici on a l'incubation, c'est trop petite, c'est même pas 15 mètres carrés. Ah, c'est toujours trop petit. Mais j'ai quand même à peu près 1000 blocs dans cette pièce. Alors 1000 blocs de 2,250 kg. Donc pareil, ici on a la clim qui va garder la température à peu près 22. Histoire que ça ne monte pas au-dessus de 26 au cœur de bloc, parce qu'à partir de 26 on a des problèmes, pas forcément toujours, mais voilà, à partir de 26 ça risque de t'arriver plus et plus. On a la lumière qui est allumée tout le temps
pas pour les autres variétés, mais seulement pour les shiitake, parce que les shiitake, ils font 3 étapes dans leur incubation. Première étape, c'est le mycélium qui se développe, qui fait des blocs tout blancs. Deuxième étape, c'est la texture qui se développe. Donc les blocs, ils sont tout blancs, et après ça fait une texture. Ça s'appelle le popcorn en anglais. Et puis troisième, c'est les métabolismes qui commencent à développer partout autour du bloc et ça fait une couleur un peu brun. Mais cette couleur, ça arrive que avec la lumière. Si tu n'as pas de lumière, ça ne va pas colorer comme ça. Et les autres, ça ne dérange pas? Et les autres, ça ne dérange pas. Ce que tu peux avoir, c'est par exemple que les crinières de lion, souvent, ils vont développer dans le sac comme il y a du lumière. Donc c'est là, est-ce que j'en ai qui sont prêts? Oui, ben voilà. Voilà, regarde, là, ils sont faits le 18, donc c'est vraiment le temps de les mettre à la salle de culture. Mais si on les laisse, voilà, il y a des petites crinières qui se développent par-dessus déjà, comme il y a la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on a une semaine de plus à peu près. Mais voilà, j'ai pas 2 salles de culture, un pour les shiitake et un pour tout le reste. Donc je les mets tous ensemble. C'est juste ici. Parfois fructifier sur le dessus, ceux-là ou pas? J'en ai déjà essayé quelques fois, mais j'aime pas trop. Je trouve que ça fait un mat de champignons, mais pas des belles boules. Et après, pour nettoyer, c'est un bordel. Parce que tu enlèves les champignons, mais tu as pas mal de substrat avec. Et quand tu fais juste un X ou je sais pas quoi, ça fait des belles boules que tu peux enlever facilement et après qui se nettoient très vite, quoi. Donc sinon après il y a une extraction qui va évacuer le CO2 parce que voilà, il y a quand même un peu de CO2 qui sera produit par tous les blocs. Il est en bas là-bas. Et du coup, il est bon. Non, il est un peu caché. Ah oui, c'est juste une petite bouche. Oui, c'est ça. Pas très intéressant. Il faut pas beaucoup. Alors parce que le mycélium, ça c'est un filtre, c'est l'ancien filtre de mon hôte laminaire en fait, que j'utilise maintenant parce que une fois que la porte est fermée, la clim va changer l'air ici. Mais je veux que l'air qui rentre, c'est de l'air... si j'ai pas de filtre ou même pas un trou, ça va gonfler le plastique à l'intérieur parce que c'est pas des murs rigides, c'est que du plastique. Il y a 20 cm d'isolation partout. Et là, ça permet d'avoir un échange d'air, mais également, entre guillemets, un peu propre. Parce que pareil, le couloir là, c'est pas un endroit où tout est nickel, quoi. C'est quasiment dehors. C'est ça. Donc ici, les sacs sont protégés, donc même si c'est pas stérile, ça gêne pas. Mais voilà, ça peut toujours aider, quoi. Donc après, on a le grain. Donc, oh là là là. Le grain. Donc là, c'est le grain avec le blanc de mycélium. Hein. Donc nous on utilise des sacs de unicorne pour ça, parce que les filtres pour le grain c'est des filtres qui sont plus fines et le sac à taux ils n'ont pas les mêmes produits là, donc ils ont bien les sacs pour le substrat mais pas pour le grain. Donc on fait à peu près 16. C'est du 1 kg? C'est 1,30 kg de grain. Donc une fois qu'il y a le mycélium, ça pèse un tout petit peu plus. Mais et ça, avec un sac comme ça, je fais 17 blocs de substrat. Ah ouais, tu fais du coup 1% peut-être? On est à peu près à 3%. 3%. Ah ouais, 3%. Ah oui, c'est vrai, parce que, pardon. C'est que 2,250 kg. C'est les plus petits blocs. C'est les plus petits blocs. Donc oui, on fait 1,30 kg, 35 à peu près dans les sacs. Et on fait 16 par semaine. J'en ai toujours un peu trop parce qu'on ne sait jamais. Hein, même après quelques années, ça m'arrive qu'il y a des petites contaminations. Avec les grains, c'est tellement nutritif. C'est ça, c'est ça. En plus, le bâtiment n'est pas exactement parfait pour tout ça, quoi.
On fait notre meilleur, mais des fois, voilà, on a encore des petits problèmes. Mais on est en dessous de 2% de blocs contaminés, donc on ne va pas se plaindre. Non. Puis après, on a, ça se voit pas trop clair, on a notre boîte à pétri avec le mycélium. Ouais. Donc ça, c'est des transferts entre déjà les boîtes à pétri à boîte à pétri, donc c'est pas l'ADN. Ce qui est en train de se développer tranquillou. On fait notre boîte nous-mêmes et l'ADN on stocke dans les frigos là. Qu'est-ce que tu appelles l'ADN en fait? Alors l'ADN c'est en fait c'est quand on prend un bout de champignon au cœur de champignon quoi. Ouais. Ça c'est l'ADN. Ok. Ça c'est l'ADN, c'est un clonage parce que nous on fait pas les spores. Comme ça on est toujours sûr qu'on va cultiver un champignon qui est pareil que celle qu'on veut et qui a besoin des mêmes paramètres. Et si on va faire les spores par exemple, on peut faire pareil, mais du coup ça peut faire des variétés sur le même champignon. Oui, alors évidemment si on fait des spores d'un shiitake, ça sera toujours un shiitake, mais ça peut faire un shiitake qui est moins fort au niveau de goût, qui est moins vite au niveau de croissance, qui est plus faible, qui n'arrive pas à cultiver quand il fait trop chaud, trop froid ou je sais pas quoi. Donc, et quand on prend l'ADN, on est toujours sûr que celle qu'on connaît, ça va faire exactement pareil, quoi. Okay. Donc c'est juste un petit bout de champignon qu'on prend au cœur de champignon, pareil dans le laboratoire, qu'on va transmettre sur une petite boîte à pétri. On laisse ça développer. Une fois qu'on est sûr, ça c'est nickel. De là, on peut prendre des petits morceaux et on peut faire des transferts sur des nouvelles boîtes à pétri. Et ça, on s'appelle A2, c'est le premier transfert. Et on fait ça 2 fois. Puis après, on a besoin d'une boîte à pétri pour 4 sacs de grains. Et tous les 3 mois à peu près, on reprend un bout d'ADN, donc on reprend un bout de champignon, histoire que notre mycélium reste bien tu gardes vivant. Pas tout le temps la même souche du non, coup? Non. Okay. Je reprends toujours tous les 3 mois. J'ai toujours un que je garde. Ça ne change pas du coup un peu la tête de tes champignons? Non, non. Ça va? Le problème c'est si je rallonge trop, ça va changer les champignons au fur et à mesure. Ça va en fait baisser la qualité, ça va faire un champignon qui est un peu plus faible, qui risque plus d'avoir des contaminations, histoire de sur le grain, sur le substrat ou même dans la salle de culture. Donc si on reprend l'ADN tous les 3 mois, on est sûr que c'est la meilleure qualité. Et même si on voit y a un problème, ça commence à diminuer là, on peut racheter l'ADN tout frais. Mais ça ne m'a pas arrivé encore. Donc pour l'instant ça va très bien comme ça. On achète une fois pour toutes les variétés. Mais vraiment l'ADN pur, et de là on peut si on fait tout comme il faut, on peut cultiver toute l'année cette variété, toute ma vie cette variété quoi. Je te donc, le souhaite. Ouais voilà, donc du coup les blocs, donc les pleurotes ils vont rester ici entre 10 jours et 2 semaines. Les crinières de lion pareil, entre 10 jours et 2 semaines, et puis après les plus longs c'est les shiitake, on est à 10 semaines. Okay. On les laisse 10 semaines et une fois qu'ils sont bien colonisés et tout est prêt, on va les passer dans la salle de culture. Voilà. Allons-y. Donc là c'est plus frais bien sûr. Je crois on est à... C'est climatisé? C'est climatisé. C'est la clim qui est à l'extérieur que j'ai débranché là pour faire le podcast. Mais après, c'est normalement l'air froid qui rentre de ce tuyau-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que nous, on a changé nuit et jour. Donc en fait, on est dans le noir pendant la journée.
et on a les lampes allumées pendant la nuit, quoi. Ok. Et ça, c'est juste histoire que cette lampe, même en LED, ça produit une petite chaleur. Et si on peut éviter d'avoir cette chaleur avec le chaleur de ce qu'on a avec les canicules, ça me permet de baisser la température au moins 2 à 3 degrés. Ok. Comme ça reste bien frais. C'est une bonne idée. Bah voilà, ça Et consomme du un coup, peu pour moins au niveau récolter, d'énergie. tu viens soit très tôt, soit très tard. Non, j'allume. Hein, T'allumes. en tout cas, Ça dérange pas quelques non, minutes, quoi. non, c'est ça. Ok. Mais souvent, parce qu'en fait, c'est de 9h à 9h, donc souvent j'ai récolté avant ou après. Donc en fait, ça tombe un peu comme ça que j'ai pas besoin d'allumer forcément les lumières pendant la journée, sauf si on fait l'entretien de la pièce. Bah là, on est obligé d'allumer, quoi. Ouais. Donc pour l'instant, on a des variétés de pleurotes, les grises, les blancs, les pâles et les jaunes. Ouais. Après, on a les crinières de lion, les Pholiota adipeuses et on a des bébés Shimiji grises. Et je ne sais pas si il y en a il y en a quelques-unes là, mais ils sont très petites encore. C'est un champignon qui pousse très lentement. Qui a besoin à peu près 5 semaines en incubation, 5 semaines dans la salle de culture. Pareil, les foliotes, c'est pas le plus vite non plus. Hein. Ah, ça c'est lent. Hein. Après, ça donne bien, mais c'est lent. Ça donne bien, on est pas mal content, mais voilà, c'est lent, quoi. C'est pas le plus vite. Les shiitake, c'est les plus vite, je crois, et les pleurotes. Les pleurotes, c'est les plus vite, quoi. Ils sont beaux. Donc les shiitake, on fait qu'une récolte. Hein. Ouais. Oui, Une seule vol et le après on trempage, jette les blocs. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ouais. Et les crinières de lion, on a 2 variétés ici. Alors 2 variétés, c'est-à-dire c'est les mêmes variétés, mais on a 2 variétés de substrat. Ouais. On a fait des petites expériences. Celles qui sont là, Ouais. c'est sur de bois feuillu et 30% sont de blé. Ouais. Et celles qui sont par-dessus et toute cette rayon-là, Ceux-là. c'est en fait sur la de bois résineux. Oui, parce que normalement, ceux-là, ça fonctionne. Ben, à mon avis, ça fonctionne mieux que sur la de bois feuillu pour l'instant. Ah ouais. Je suis plus content avec les résultats de la de bois résineux. Ça se voit déjà. C'est le même taux de son de blé. C'est exactement le même taux de son de blé et le même taux d'humidité. C'est que la qu'on a changé, mais on voit déjà que ça sera des plus belles grappes que par exemple. Là, ils sont au max, il faut que je les récolte. Les aiguilles sont à peu près à 1 cm, donc c'est le moment là. Mais ça, c'est résineux. Ça, c'est résineux. Ouais. Ok. Mais on voit que par-dessus, par exemple, des fois, ils ont un peu de problème là sur la Ouais. et on n'a pas du tout le même problème avec celles sur la Et le résineux, c'est des pelés. C'est des granulés, ouais. C'est ça. Ça, c'est facile à trouver du coup. C'est facile à trouver, mais pareil, il faut chercher un peu au niveau de qualité, histoire qu'il n'y a pas de saloperie dedans, quoi. Mais si ça continue comme ça, c'est bien possible, on va changer carrément pour les crinières. Et Si je ça sais fait que aussi la pleurote pulmonaire fonctionne sur le résineux. Ouais. Ouais. Ouais, mais il y en a d'autres. Hein. C'est un peu une histoire qui est développée en États-Unis. Bah, voilà, les champignons, ça ne pousse pas sur le bois résineux. Mais en fait, fin de compte, Il y en a certains. Il y en a certains qui préfèrent même. Hein. Moi, je trouve que... de toute façon, on voit bien en forêt, il y a bien des champignons sur des C'est résineux ça. de temps en temps. Et nous, l'idée, si on va vraiment changer de substrat pour les crinières de lion, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer cette substrat pour cultiver tous les pleurotes. Mais on va récupérer le substrat pour cultiver une variété qui pousse que sur du bois résineux et ça s'appelle le Sparacis crépus. Oui. Celle-là, c'est sur voilà, les sapins, en fait, ça pousse dans la nature, mais c'est également un champignon qui se cultive. Pas facile, mais voilà, ça fait une expérience et on peut récupérer les substrats pour notre crinière de lion. On pourrait faire des expériences avec le Sparacis crépus. Parce que j'ai quelques chefs qui sont bien intéressés dans ce champignon-là. Mais de le trouver frais, déjà c'est compliqué. Et alors cultiver, je crois, je ne sais pas s'il y en a
des producteurs en France qui font ce variété-là. J'ai pas encore vu, non. C'est en bocaux en général. C'est en bocaux et c'est plutôt en Asie, hein, je crois en Chine et puis Japon, il y en a plein. Et pareil, qui font que ces variétés-là. Des usines, ils font 2000 kilos par semaine. Donc et là, on a notre petite brumisation. Une grosse brumisation. Ouais, bah oui. Donc du coup, c'est un réservoir d'eau potable. Pareil, je peux pas récupérer de l'eau de la rivière. Parce que tu n'as peut-être pas de connexion d'eau là. Non, j'ai pas de connexion d'eau, donc il faut que je remplis tous les 2 jours. Moi aussi, je fonctionne comme ça. Je l'ai juste séparé, je l'ai mis sur le côté et ça coule dans... Ah oui, d'accord, voilà. Bah, c'est un peu le même principe, mais c'est tous dans le même réservoir, quoi. Donc on met à peu près 150 litres d'eau froid et on a le brumisation ultrasone dedans. Ça, c'est quoi comme filtre? Et là, c'est juste un filtre qui va éviter que les spores de la pièce rentrent dans l'eau, parce qu'après, ça va contaminer l'eau beaucoup plus vite. Mais c'est quoi comme type de filtre? C'est un filtre pour les petits purificateurs d'air qu'on a pour la maison, quoi. Donc c'est haute laminaire aussi, c'est EPA, c'est charbon actif et puis EPA. Et c'est à remplacer tous les 3-4 mois. Bah oui, ça coûte pas très cher, je crois c'est 24 €. Donc c'est pas trop cher. Ça va. Mais après 3-4 mois c'est bloqué, quoi. Bah oui, c'est sûr. Surtout quand on a des pleurotes, c'est les pires. Mais sinon, tous les spores vont rentrer dans l'eau et voilà, après ça fait des bactéries. Alors nous, on change l'eau, on va dire tous les 3-4 jours, on va changer l'eau et on va nettoyer le bac et tout le système. Mais j'ai quand même un filtre branché tout le temps. Et du coup, ça c'est un filtre avec une lampe UVC. Donc l'eau doit passer cette lampe, c'est comme dans les aquariums, hein. Histoire qu'il n'y a pas trop de bactéries qui se développent, parce que même dans 3-4 jours, si la température monte un peu pendant l'été, on peut avoir des bactéries qui se développent. Et pour éviter ça, j'ai branché un petit filtre. Donc là, c'est l'entretien qui fait un peu de boulot là. Ouais, moi j'ai la lampe UV dans le bac d'eau. Ouais, voilà, c'est presque obligatoire, quoi. Sinon, ça se développe beaucoup trop vite. Et il est connecté à un hygromètre ou non, c'est un minuteur. Ouais. Donc moi, je suis... c'est 15 minutes allumé et puis 1h30 éteint, quoi. Donc, pour arriver à 90... on est entre 80 et 90. Donc le plus bas, ça sera 78 à peu près, 78, et puis ça va monter au max 92. Et ça va rebaisser tous les 2 heures, quoi. Oui, et ça, normalement, c'est bien que ça fasse des vagues. C'est l'idée. Hein. Toujours humide, c'est terrible pour les champignons. Les sols humides, c'est une catastrophe. Donc là, c'est l'idée. Si tu as des sols qui sont humides, c'est sûr qu'il y aura des bactéries. Après, il faut regarder aussi les champignons. Dès que tu as des fissures, c'est que c'est pas assez humide, quoi. Mais trop humide, c'est pire que pas assez. Parce que tout de suite, tu as des moisissures qui se développent, des bactéries et plein de choses. Donc voilà, je crois pour l'instant on a un petit 6 ou 7 variétés. Ça c'est un peu le max dans cette pièce. On a notre rotation de 210 à 280 blocs par semaine, donc qui rentre et qui sort, parce qu'on fait qu'une récolte. Il y en a des pleurotes où je vais faire 2, mais c'est plutôt des petites expériences. Histoire que je veux vérifier combien ça me donne sur un substrat qui est déjà utilisé pour un autre champignon. Si je peux avoir encore 2 récoltes avec les pleurotes, je peux calculer combien de blocs je dois faire par exemple dans l'hiver. Parce que l'hiver on est à 12 à peu près ici. Donc alors là, l'hiver on n'a aucun souci à laisser les blocs un peu plus longs. Mais l'été, j'essaye de les sortir quand même. Là, c'est la brumisation qui s'allume, je vais l'éteindre. Et en même temps, l'évacuation. Donc, c'est un brume très fine. L'évacuation, elle est en même temps que la brumisation? Oui, c'est ça. Ok, ça suffit pour... Ça suffit, ouais. Parce que
Alors là, en tout cas, on a de l'air frais qui rentre. T'as pas de capteur de CO2 du coup? Non, non. Et je regarde mes champignons. Oui, oui, bah. Je regarde mes champignons, je trouve ça c'est le meilleur capteur en fait. Ouais. Mais comme c'est ouvert, donc il y a bien un ventilateur, mais en fait l'air est libre à passer. Comme on met du pression parce qu'on a de l'air fraîche et froid qui rentre tout le temps, Ouais. ça va pousser le CO2 automatiquement. Donc en fait, il n'y aura pas trop de CO2 en tout cas. Et si on a trop de CO2, ben, ça se voit tout de suite aux champignons au plus bas, Ouais. qu'ils sont très allongés, ils ont des chapeaux très fins, des pieds très longs. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là s'il y a trop de CO2? S'il y a trop de CO2, je vais changer le minuterie pour l'évacuation. Ok. J'en ai deux. Celui en haut, c'est plutôt pour changer l'air. Et plutôt l'air chaud, parce que l'air chaud, ça sera plutôt plus en haut que ça sera en bas. Et en bas, c'est plutôt pour le CO2. Ouais. Mais même si tu fais un trou sans ventilateur et tu mets juste un petit grillage histoire que les bestioles ne peuvent pas rentrer, ben normalement, ça suffit pour évacuer le CO2. Ouais. Si tu as assez de pression avec l'air qui rentre, normalement, le CO2 va sortir tout seul. Mais c'est tout simple, tu regardes tes champignons tous les jours. Dès que tu vois ils sont allongés ou mal formés, bah, c'est ou trop d'humidité, un bactérie ou trop de CO2. Ouais. Ou pas de lumière. Mais alors là... la lumière, c'est un peu le plus simple à gérer. En vrai. Je crois que c'est le plus simple parce qu'on n'est pas tout à fait spécifique pour les champignons. Ils disent 6500 Kelvin, mais en fait, si on est un peu en dessous ou en haut, ça va toujours produire des champignons. Si on est bleu, voilà. Et les lumens, les lux et tout ça, on peut tout mesurer. J'ai un ici pour mesurer un peu les points où c'est trop... mais... Après, le mieux, c'est de mettre blanc parce que je vois quand même chez moi que quand j'éteins une des lumières, tout de suite, les champignons qui sont à côté de celle-là, ils sont plus petits, moins colorés. Ouais, c'est ça. Ça a surtout un effet sur les pleurotes. C'est ça, les pleurotes et surtout peut-être les pleurotes avec pas mal de couleurs, les jaunes, les roses, tout ça. Après les blancs, les pâles, on ne voit pas grand-chose au niveau de couleur. Mais aussi la température, moi je vois bien quand c'est bien froid, que les grises par exemple, ils ont plutôt une couleur bleue. Et quand il fait un peu plus chaud comme maintenant, c'est plus grise quoi. Okay. Et tu maintiens quelle température ici? Donc là, contre le plafond, je mesure avec cette sonde-là la température. C'est celui-là aussi qui va allumer la clim. Ouais. Et normalement, je ne veux pas dépasser le 18 contre le plafond. Donc ça veut dire que contre le plafond, quand il fait 18, on est à peu près à 16 en bas. Et ça fait une mélange assez bonne, quoi. Mais à partir de 18 contre le plafond, on voit qu'il y a des problèmes qui se développent. Donc là, 18, c'est vraiment limite. Là, il n'est pas branché, on a éteint pour faire le podcast. Mais donc là, tout de suite, on voit, je crois on est déjà à 19. Dès que j'allume, ça va rebaisser. Mais ça va très vite. Hein. Comme il y a, je sais pas, il y a peut-être 750 blocs ici. Même avec l'incubation qui est finie, ça donne encore un peu de chaleur. Et c'est aussi pour ça que l'été, on ne laisse pas les blocs pour 2 ou 3 récoltes parce qu'ils vont produire plus de CO2 à partir de première récolte et plus de chaleur. Ouais. Donc, et pareil, si je peux, et je ne peux pas toujours, j'essaye de ne pas toucher les blocs, histoire qu'il y a un peu de place entre deux. Parce que là où ça touche, ça produit un peu de chaleur et toute cette chaleur, ça peut monter la pièce. Et même quelques degrés, ça peut déjà faire une différence énorme. Surtout pour les pleurotes et les foliotes. Les foliotes, pareil, jusqu'à 18 ça va, 19, 20 et déjà c'est cuit. J'ai toujours des problèmes si je dépasse le 18 avec les crinières des lions. Ils sont moins particuliers au niveau de température, plutôt l'humidité. Ils n'aiment pas trop humide. Beaucoup moins d'humidité que pour les pleurotes par exemple. Dès qu'on a trop d'humidité, ça fait des champignons mal formés. Et au niveau de température, j'arrive à cultiver à 12, mais également à 20.
degrés, donc alors là ça va. Et c'est un champignon où je peux faire 2-3 récoltes parce que ça va donner un deuxième et troisième récolte qui est assez important. Mais histoire de ne pas développer des mouches, on les sort quand même après un premier ou même deuxième. Mais voilà, voilà, tu vois là, il y a toujours des mouches. Bah ouais, toujours. Il n'y en a pas beaucoup, mais toujours quelques-uns. Bah là, c'est un Donc, moustique, non? c'est un moustique, ça. Ouais. Donc, j'ai une petite lampe qui attire et qui va zapper après les mouches, que je mets quand il fait noir. Ça attire tous les mouches qui sont là. Donc, normalement, nous, on a toujours très peu. Mais voilà, il y a toujours quelques-uns, même quand j'ouvre la porte, il y a déjà quelques-uns qui peuvent rentrer là. Ça, c'est un peu le problème, que la champignon-nière est vraiment dans la nature. Et la plupart de la champignon-nière, c'est ouvert. Et une fois qu'on sera dans l'autre bâtiment, ça sera plus pratique à gérer, quoi. Bah oui. Mais voilà, j'ai pas de souci, tout est propre. On nettoie un ou deux fois par semaine. On fait les murs, les étagères, le sol, les lampes, on nettoie tout. Et là, on n'a pas de problème, hein, on n'a pas de problème de moisissure ou bactéries ou je sais pas quoi. Donc ça va, on va pas se plaindre. Alors le tas de compost, c'est à l'extérieur, bien sûr. On a fait une petite tente Barnum, où on met tout le compost. Donc je sors les blocs avec le plastique et tout, je les coupe et je mets sur un tas. Ou sinon j'ai plein de maraîchers et des voisins, des copains qui viennent chercher un peu de temps en temps pour leur jardin. Et nous pareil, dans le jardin on utilise pas mal de compost. En fait on va laisser composter pendant quelques mois d'un côté et après on va tout tourner vers l'autre côté, histoire de voilà, bien mélanger. Et puis ça va composter tranquillement parce que c'est la sciure, pas la paille, donc ça prend plus de temps pour bien composter. Et comme c'est que sciure de bois, sonde de blé, c'est un super compost, donc dans le jardin c'est super bon, ça aide à plein de choses. C'est un bon paillage. Donc nous, on n'a pas besoin d'arroser le jardin très souvent, comme on a à peu près 5 cm de compost partout. Puis ça va bien composter au fur et à mesure dans la terre et il y aura beaucoup moins de limaces parce qu'ils n'aiment pas la sciure. Ah bah oui. Ils n'aiment pas traverser la sciure, donc ça va faire encore des champignons de temps en temps. Hein. Tu vois bien que là il y a des petites grappes qui sortent. On peut les manger, mais l'été c'est les mouches qui sont plus rapides que nous. Donc on laisse tous tranquillou et on laisse composter, ça va très bien. Mais on n'est pas, on a quand même fait une bâche parce que si on laisse à l'air libre, il y a toujours de l'eau qui tombe dessus, ça commence à pourrir et ça fait une odeur. Donc alors, un peu d'humidité avec la rivière, ça c'est bon, ça aide à la procédure de composter, mais pas à la pluie parce que ça va trop mouiller le compost en fait. Comme ça, on a, entre guillemets, sauf le plastique, pas de déchets. Bah ouais. Ça c'est, voilà. Ça c'est de A à Z. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, on a vraiment été en détail sur beaucoup de sujets. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à Benjamin de m'avoir accueilli chez lui avec autant de gentillesse et d'ouverture. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la culture de champignons, sur Tamas Champignons bien sûr. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est très important. À bientôt!